Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Moi, ce que j'aimerais, alors moi, je te connais un peu, alors toi, tu me connais pas, mais moi, forcément, je suis client chez toi, donc je te connais forcément un peu, parce qu'avant d'acheter, faut quand même sentir le formateur, sinon... Ouais, c'est vrai, si c'est un tocard, on laisse tomber, hein. Ils peuvent tout de suite sortir du podcast. Exactement. Non, mais ce qu'il y a, c'est, tu vois, je fais une petite parenthèse, mais c'est la légitimité et Ouais. aussi la force aussi de pouvoir, parce que bon, les formations sont critiquées, moi, je les critique pas, je trouve que ça donne un bon accélérateur. Non, mais il y a la vraie vie, il y a YouTube, et du coup, Ouais, bien sûr. ces deux mondes n'arrivent pas à se parler, alors que il y a de très bons dans les deux. Bon, bref. Mais ce que je veux te dire, pour introduire ce podcast, c'est vraiment, dis-moi ton état civil, dis-nous un petit peu qui est Aymeric Hamelin, alors, et comment t'en es venu à l'immobilier, surtout d'immobilier commercial, parce que moi, je sais, Ouais. sans faire disclaimer, que t'as quand même fait du résidentiel, parce que bon... Bah justement, on va en parler, on va en parler. Exactement. Allez, Donc go. dans mon parcours, bon déjà Aymeric, 33 ans, marié, bientôt papa, je sais pas Ah, encore, c'est soit garçon, soit fille ou tétard, j'ai pas encore la réponse à l'instant où on tourne ce combien podcast. de mois, de semaines? Là, on arrive au 5e mois, donc on va le savoir très bientôt. Après, on Eh fait une ouais. gender party, enfin gender reveal, donc effectivement, on va garder le secret jusqu'au moment tu sais, du canon là où ça part en l'air avec la couleur. Et Mais vas-y. effectivement, pour le moment, je le sais pas. Pour parler un petit peu plus de mon parcours, en fait, moi, j'étais développeur à la base. C'est-à-dire, Ouais. en tant que développeur foncier, mon métier, c'était de travailler pour des réseaux de magasins comme Zara, Maison du Monde, ce que tu veux, que tu as l'habitude de fréquenter. Et mon job, c'était simplement d'aller ouvrir des magasins sur la France et les dom-toms. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 7 ans. Et si tu comprends bien ce métier, en fait, je me positionnais pas donc en tant qu'acquéreur, je me positionnais en tant que locataire avec mes Ouais. enseignes. Et au bout d'un moment, à force de proposer des opportunités aux autres toute la journée, parce que j'allais en prospection, je récupérais des opportunités de prise à bail, où j'avais des porteurs de projets franchisés qui allaient ensuite, eux, sous enseigne, créer les magasins. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien, mais à force de proposer toutes ces opportunités, ce serait bien que tu en prennes et t'en saisisses quelques-unes pour toi. Et c'est comme ça que naturellement, en fait, je me suis dirigé vers l'investissement. Papa et maman, ils n'avaient pas investi dans l'immobilier commercial, ils avaient fait que de l'habitation, donc c'est ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? De l'habitation, bien que j'avais un contact déjà depuis de nombreuses années dans l'immobilier commercial. Et donc, je trouve pas les rendements à Paris, donc qu'est-ce que je fais? Je descends à Marseille. À Marseille, c'était génial quand j'y suis allé parce que c'était capitale européenne de la culture. T'achetais en hypercentre à 1000 balles du mètre carré, donc même pas le coût de la construction. Tu rénovais tes appartes sans aucune autorisation, tu les mettais en location saisonnière, tu faisais des rendements à 30%. Enfin, vraiment, c'était à ce moment-là, c'était n'importe quoi. Aucune activité comment dire, encadrée sur la location saisonnière. Donc, Ça a changé, ça. ça a À, bien changé, à ça a bien Marseille. changé. Et je Ouais. conseille à personne de faire ce que j'ai fait parce que, tu vois, j'ai vraiment eu aucune autorisation administrative quand je faisais mes projets. Aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je passerais un petit peu plus de temps pour le faire. Au moins, ça me permettrait de me différencier de la concurrence ou de pouvoir continuer à exploiter et avoir donné une pérennité sur cette Et activité-là. surtout pour revendre derrière. Exactement. Ouais. Parce que n'importe quel business qui définit sa valeur, ça reste avant tout la pérennité d'activité, sinon ça vaut rien. On est Donc, d'accord. tout ça pour te dire que je fais de l'immobilier d'habitation. Je monte quand même à au moins une trentaine d'appartements sur Marseille. Donc, tu sais, des appartements, puis des immeubles. Ça va vite, hein. Quand tu achètes Ouais. des immeubles, pardon, à 500 000 balles, finalement, tu as des immeubles avec 10 ou 11 appartes à 500 000 balles. Tu vois, c'est limite, je dirais pas un parking à Paris, mais quoique maintenant. On s'y approche, mais à l'époque, c'était encore, c'était pas tout à fait la référence. Et donc, je fais ça, et un peu par hasard, en fait, j'achète un immeuble où j'ai un local commercial au rez-de-chaussée. Donc, boulevard d'Athènes, ceux qui connaissent, juste au pied de la gare, direction Canebière, là,
un immeuble, 451 000 euros acte en main. J'ai un local commercial, un locataire qui est en place au moment où j'achète. Et je me rends compte tout de suite à la lecture du bail, parce que j'ai des compétences en immobilier commercial et juridique, vu que c'était mon métier, qu'en fait son bail est déplafonnable. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais été actualisé et qu'on pouvait tripler potentiellement le loyer de ce locataire. Ce déplafonnement, il a duré 72 heures, 2 rendez-vous avec le locataire. Il savait très bien que dans tous les cas, si on allait en procédure, ça allait mal se passer pour lui. Et donc, je réussis à tripler en fait son loyer. Et à lui tout seul, il me rembourse la quasi-intégralité de l'ensemble de l'immeuble à ce moment-là. Mais il faudrait qu'il en avait la capacité de doubler ou tripler son loyer. Son loyer était dérisoire. Vraiment, son loyer était dérisoire. De mémoire, c'était 500 balles. Il est passé à 1500 balles. Tu vois. Il faut les digérer quand même, ça, quand même, si c'était un business. En fait, c'était une activité c'est des activités en restauration qui avaient largement la capacité de payer ce genre de loyer. Et s'il avait voulu se déplacer, il aurait payé. Du coût de réinvestissement qu'il aurait dû avoir dans son local, il aurait eu un loyer qui est plus élevé que celui qu'on avait négocié ensemble. Parce que j'étais quand même un petit peu encore en dessous de la valeur locative. D'accord. Et c'est pour ça que là, je me rends compte que j'arrive à tripler le loyer de mon locataire en 72 heures. Bon, avec la rédaction des papiers, globalement, avec l'avenant au bail, etc., on met un mois, on va dire, tout compris. Ouais, c'est rien, c'est que dalle, quoi. Et là, je me mets à sérieusement réfléchir parce que j'avais réussi à obtenir qu'un pauvre prêt de 50 000 euros pour rénover les 10 appartements qu'il y avait au-dessus. Donc j'étais un peu sécurisé du fait que j'avais un gros différé, mais surtout j'avais maintenant le locataire qui payait la quasi-totalité de la mensualité. Mais pour autant, ça m'a pris beaucoup de temps, presque 2 ans, à rénover tous ces appartements en les mettant les uns après les autres en location saisonnière. Mais c'était occupé ? Pourquoi t'as mis 2 ans ? Non, ils étaient vides. Donc en fait, il y en avait je crois qu'il y en avait 2-3 qui étaient occupés à l'époque, avec des locataires qui payaient pas forcément. Donc je récupérais ceux qui étaient vides, je faisais les travaux, je les mettais en location saisonnière. J'essayais de faire en sorte de m'arranger avec les locataires ou de leur retrouver un autre appartement pour les récupérer. Et comme ça est arrivée effectivement la transformation totale de cet immeuble, qui a donc duré 2 ans. Et si je fais le raccourci, globalement, le commerce, en 72 heures, j'ai triplé le loyer. Et en immobilier commercial, il faut savoir que la valeur d'un actif est proportionnelle au montant du loyer. Donc, je venais de tripler la valeur simplement du local commercial, des murs du local commercial. Et à côté de ça, je mets 2 ans à rénover un immeuble. Et là, ça fait tilt. Je me dis, attends, depuis des années, tu as mis la main sur la poignée de l'immobilier commercial, mais tu n'as jamais vraiment enfoncé la porte. Et je te passe toute la partie où finalement, quand on m'avait vendu de la passivité en immobilier d'habitation, c'était absolument pas ce que j'avais, parce que j'étais constamment dérangé par les problématiques de gestion de mes appartements déjà, enfin de ceux que j'avais pu acheter. Ils n'étaient pas tous en location saisonnière, ça représentait à peu près 50% du parc. Je suis monté quand même à une quinzaine d'appartements en location saisonnière sur Marseille. Et c'est là que je me dis, bon stop, arrête les conneries, c'est bien l'immobilier d'habitation. C'est très stimulant parce qu'intellectuellement, tu as toujours cet effort, tu vois, tu as un espèce d'accomplissement personnel parce que tu mets finalement un peu de ton humanité dans le truc et tu mets ta touche et tu as un lien affectif qui se crée, et ça c'est extrêmement dangereux avec l'immobilier d'habitation. Donc tu as vraiment cette sensation d'accomplissement personnel, de vrai terrien, tu sais, je travaille et je gagne de l'argent dans l'effort, alors que finalement en commerce, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent, qu'il faut simplement des compétences un peu différentes, et là je commence largement à investir dans l'immobilier commercial. Deuxième opération que je fais, c'est un projet justement où je viens mixer l'opération, une activité de marchand de biens et une activité d'immobilier commercial. Je rachète 2 appartements à un commerce, Courlieu-Auto à Marseille. Je revends les 2 appartes. Ça me paye la marge à 15 000 euros près, me paye l'appartement en dessous. J'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet-là, pour ceux qui ont envie d'aller voir un peu les détails de cette opération. Et là, je me dis, attends, je mets en place mon locataire, 1200 euros par mois, je galère même pas à le trouver. Et là, je me dis, attends, finalement, là, tu viens de créer un modèle où tu as 15 000 euros à payer, ou en tout cas, j'avais un effort de poser 15 000 euros dans mon projet, avec un loyer à 1200 euros qui rentre tous les mois. Donc ça me conforte encore une fois dans l'idée de continuer les projets. Et là, je commence à les enchaîner. Je continue sur Marseille, bien évidemment, mais je remonte aussi à Paris. Parce que je me rends compte que auparavant, j'étais descendu sur Marseille parce que je n'avais pas les moyens d'acheter à Paris, c'était trop cher. Et en immobilier commercial, je me rends compte qu'au contraire, c'est possible
d'acheter à Paris, c'est possible de trouver des locaux commerciaux à des prix, des coûts globaux de projet qui sont bien plus faibles que ceux de l'habitation. Et là, je commence à acheter boulevard Beaumarchais, rue de Saint-Quentin, des trucs à Clichy. Bref, là, ça commence et sur des tickets qui vont augmenter plutôt minimum entre 350-400 sur un que j'ai fait boulevard Beaumarchais, qui est un salon de coiffure. Et après, derrière, ça commence à taper forcément dans les 500 000 euros. Et je continue ce modèle qui me plaît beaucoup parce que là où j'avais constamment une problématique de gestion dans mes biens en habitation, je me rends compte qu'en commerce, j'achète, j'oublie. C'est-à-dire j'achète, je fais mon montage d'opération, que ce soit un achat, une revente d'une partie ou simplement une mise en place d'un locataire ou même simplement l'achat avec un locataire en place où je fais que donner mon RIB et après il se passe plus rien. Tu vois, il se passe plus rien et c'est ce qui me stimule parce que auparavant, je passais mon temps à gérer mes projets, on va dire, dans la douleur, alors qu'en immobilier commercial, je me rends compte que c'est une vraie financiarisation de l'activité où tu n'achètes pas un côté affectif, tu achètes exclusivement un produit financier. Un tableau de bord avec Exactement. Ouais. Mais là, je suis obligé de te reprendre, Émeric. Parce que tu montes de Marseille à Paris, tu fais sud-nord. Ouais. Tu dis que tu es arrivé à acheter des locaux commerciaux. Mais moi, la question de néophyte que tout le monde peut se poser, avec de l'apport ou pas d'apport, comment tu arrives à monter tes projets? Parce que moi, en préparant cet épisode, je demande autour de moi un peu des questions des gens. D'ailleurs, j'appelle ça la question du peuple. C'est-à-dire que c'est très terre à terre, c'est-à-dire un peu hors de la sphère de YouTube. Et les gens, quand ils te disent immobilier commercial, ils te disent il faut de l'argent. Tu vois Ça, c'est une première croyance qu'en immobilier commercial, il faut beaucoup d'argent pour investir. Comme je t'ai décrit tout à l'heure, moi, la plus petite opération que j'ai fait en commerce, c'est une opération que j'ai fait en face de la gare Saint-Charles, 65 000 euros. 65 65 000 euros. Ok, oui, effectivement, c'est pas... Avec un loyer à 650 euros. Tu vois. Ouais, donc bon, ceux qui calculent, ça fait à peu près entre 10 et 12 bruts, quoi, je veux dire. Voilà. En fait, il n'y a pas de brut en immobilier commercial parce que. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Tu refactures toutes tes charges et la taxe foncière à ton locataire. Donc, c'est que du net. C'est que du net. Donc, finalement, et puis tu as les indexations annuelles qui évoluent en fonction de l'inflation en plus, donc je veux te dire que ça commence à aller vite. Bon, tu as eu un petit blocage de la 3,5% là, pendant quelques temps, mais là, ça a repris son chemin. Donc déjà, première croyance, c'est de penser qu'en immobilier commercial, il faut forcément des gros tickets. C'est sûr que quand on pense immobilier commercial et qu'on se dit qu'on va acheter une boutique sur les Champs-Élysées, c'est évident qu'il y en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Par contre, il faut savoir qu'avec une bonne stratégie d'acquisition, on peut commencer à faire des petits projets à moins de 100 000 euros. Ça, c'est pour déjà casser cette première idée qu'il faut beaucoup d'argent en immobilier commercial pour commencer. Deuxième sujet, maintenant, c'est l'apport. En fait, il faut savoir que globalement, l'apport, c'est pas propre au commerce ou c'est pas propre à l'habitation. C'est propre à une politique monétaire à un instant T. Tu as des banques qui vont accepter à certains moments de libérer un peu les vannes et qui vont accepter des choses assez incroyables. Là, on a par exemple Martin, qui est membre de la formation. Il vient d'obtenir un projet sur Langueux, en Bretagne. Il achète une belle boucherie. Il est à 22 ans plus 3 ans de différé. Tu vois. Ouais, c'est du résidentiel. Ça, c'est énorme. Tu vois. Moi, j'ai fait déjà des 25 ans avec 50 différés avec la caisse d'EP. Donc c'est possible en fait de le faire. Maintenant, est-ce que c'est la norme? Bien sûr que non. Pourquoi ce n'est pas la norme? Parce que à partir du moment où tu demandes à ton interlocuteur bancaire de financer la totalité d'un projet, en fait, tu viens te dérisquer et tu fais porter la totalité du risque sur ton intermédiaire bancaire. Donc c'est pour ça que c'est plutôt sain en réalité de mettre de l'apport, c'est gage de confiance auprès de ton interlocuteur. Mais au démarrage, je peux comprendre que c'est un peu frustrant pour certains qui se disent bah ouais, mais je suis pas assuré d'avoir un 25 ans. Moi, je dis à tout le monde en commerce, vous êtes sur du prêt professionnel, vous n'avez pas de HCSF, vous n'avez pas de taux d'endettement, ça n'existe pas vu que vous êtes sur du prêt professionnel, donc vous ne serez pas bloqué dans vos investissements à partir du moment où vous avez une bonne politique et une bonne stratégie d'investissement. Pour autant, partez sur le principe que vous devez faire du 15 ans. Et puis si vous obtenez mieux, bah très bien. Et on a plein d'exemples de personnes qui réussissent à emprunter sur des périodes beaucoup plus longues et même sans faire de travail, enfin sans mettre d'apport dans leur projet. Mais ça n'est pas la norme, que ce soit en commerce ou que ce soit d'ailleurs en habitation. En fait, ta thèse, c'est de dire, ok, marketer 15 ans et aller demander 20 ou 25 ou des trucs un peu plus atypiques. En tout cas, tenter
mais Ouais. marketé sur 15, quoi. Tenter, c'est ça, tenter. Après, comme je dis, c'est vraiment une question de période. Là, si tu me dis période avant Covid, c'était Ouais. open bar. Ouais. Argent gratos à gogo, je te dis, j'ai fait des 25 ans, 50 différés, je faisais des prêts travaux, je vais dire que finalement, je me rendais compte que j'avais pas de travaux. On a compris. Mais tu vois, finalement, avec des enveloppes à 35 ou 65 000 balles, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas l'apport n'est qu'un processus. Et il faut se mettre dans de bonnes dispositions pour être capable de mettre de l'apport, être capable de pouvoir le récupérer rapidement en créant de la valeur dans son projet, et pas forcément en faisant une revente. On peut conserver un actif et récupérer de l'argent dessus, parce qu'en immobilier commercial, tu as dû le voir dans la formation, on a, contrairement à l'immobilier d'habitation, beaucoup plus de capacité à créer de la valeur, Oui. avec par exemple le déplafonnement dont je t'ai parlé, avec des indemnités de déspécialisation, avec des droits d'entrée, avec plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir récupérer de la trésorerie sur vos projets. Moi, ce que je retiens un peu de ça, c'est que, en fait, c'est quand même, c'est une des barrières, bon, que tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est quand même assez juridique. Moi, c'est un Oui. peu ce que j'ai retenu, et que du coup, c'est pas naturel et c'est pas intuitif pour tout le monde. Mais j'avoue que quand tu as passé un peu cette barrière, ou en tout cas quand tu es bien accompagné, je pense pas que ce soit insurmontable. Et puis en plus, comme tu l'as très bien expliqué, c'est de pouvoir commencer peut-être avec un projet à 65-100 000 euros, un truc de voilà, petit pour minimiser le risque. Je vais revenir sur les deux points que tu viens d'aborder parce qu'ils sont, mais je vais pas le faire dans l'ordre parce que je trouve que c'est percutant. La première chose, c'est un peu la montée en puissance. Ouais. Moi, ce que je conseille à une personne qui n'a jamais investi dans l'immobilier commercial, c'est de se prendre un projet très terre à terre. Ça veut dire que c'est un local commercial qui est loué avec un locataire qui a une très belle activité qui fonctionne. Ça va pas être le rendement du siècle, hein. Tu vas peut-être être sur un 7, 8% ou peut-être un petit peu plus en fonction de la zone sur laquelle tu vas. Mais en tout cas, tu vas acheter, tu vas donner ton RIB et il va plus rien se passer. Tu vois, c'est vraiment l'opération que je préconise à toutes les personnes qui veulent démarrer dans l'immobilier commercial et qui ont ces freins. Faites simple, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va monter un peu en complexité et donc logiquement, on va monter aussi en rendement. Allez chercher par exemple une opération de commercialisation, j'achète des murs vides, je mets en place un locataire, c'est bien parce qu'en plus tu peux mettre en place ton locataire pendant la période de promesse avant que tu aies acheté, ou acheter avec un locataire en place qui est déplafonnable comme j'ai décrit tout à l'heure. Il y a plein de choses qui permettent de créer de la valeur ou des indexations indicielles qui n'ont pas été faites. Par exemple, moi j'avais acheté un local commercial, j'avais parlé un peu de rue de Saint-Quentin, le bail n'avait pas été renouvelé depuis 1997, avec aucune indexation du locataire. Ça veut dire que chaque année, dans le bail, on pouvait indexer le loyer par rapport à un indice, qui est actuellement depuis 2015 l'ILC, l'indice des loyers commerciaux. Bah, depuis 1997, ça n'avait pas été fait, et donc il y avait une marge de plus de 50% de loyer à aller chercher. Et en plus de ça, on peut aller récupérer 5 ans d'arriéré auprès de ton locataire. Donc ça veut dire que tu vois, tu peux récupérer de l'argent de cette façon-là. Ça, je l'ai fait c'est un de mes projets phares. Quand je trouve ce type de projet, c'est toujours agréable. Tu mets, je sais pas, 20-30 000 euros d'apport dans ton projet, puis finalement tu fais juste ça, t'envoies un courrier recommandé, et tu récupères 10, 15, 20 000 euros, tu as quasiment récupéré la totalité de ton apport plus l'augmentation de loyer, simplement une opération. Donc tu vois, mais ça demande un petit peu plus de compétences comme on m'a dit. Et puis une fois que tu t'es encore fait la main sur cette typologie de projet, tu me dis, bah voilà Aymeric, j'aimerais bien avoir encore un petit peu plus de rendement dans mon projet. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer cette activité de marchand de biens avec l'immobilier commercial. Comme acheter, là, je vais te dire, hein, c'est un secret de polichinelle, toutes les plus grandes familles qui sont enrichies avec l'immobilier commercial et qui sont parties de rien, ils achetaient des immeubles, ils revendaient tous les appartes, ils gardaient le commerce avec la marge qui avait été générée par la vente des appartes. Voilà. Et ça demande encore une fois un petit peu plus de complexité. Mais il faut commencer simple et après augmenter petit à petit parce que je peux comprendre que la montagne est haute, surtout quand tu n'en as jamais fait. Et pour répondre à ta deuxième question, qui est cette fois-ci, c'était sur, excuse-moi là... tu m'as dit le côté juridique. Donc sur le côté juridique, en fait, c'est pas plus compliqué parce que c'est comme si je te disais, bah ouais, mais moi je fais de l'habitation. Qu'est-ce que tu penses qui est plus compliqué, refaire un bac à douche ou simplement apprendre le fonctionnement d'une clause juridique? Voilà, tu tournes bien la question. Non mais Après, en soi, moi, je veux dire, c'est juste une compétence, tu vois. ouais, mais je suis très axé travaux, donc pour moi, je suis biaisé, mais je comprends ce que tu veux dire.
C'est un vrai domaine de compétence et surtout, la difficulté, c'est que tu viens faire intervenir dans cette expertise souvent des personnes extérieures. Ouais. Et c'est là où il y a des vraies richesses qui vont se faire. Tu sais qu'en commerce, il y a moins de casquettes. Donc finalement, les travaux, tu n'as pas à maîtriser ça, c'est pas ton problème. Enfin, en tout cas, tu gères vraiment pas grand-chose en dehors du gros œuvre dans le commerce. Cette fois-ci, derrière, le volet juridique, il est un petit peu différent. Parce qu'en face de toi, tu n'as pas des particuliers, tu as des entreprises. Et ça tombe bien, les entreprises, tu sais bien qu'en France, elles sont beaucoup moins protégées que les particuliers. Le rapport de force est complètement inversé avec ce que tu peux avoir dans l'habitation. Mais ce que j'ai pu aussi ressentir ces dernières années, c'est que les prix de l'immobilier commercial ont été plus vite corrélés c'est-à-dire, sont plus vite. J'ai l'impression que tu es dans un marché de gré à gré et que du coup, les prix sont beaucoup plus. Tu négocies, ouais, tu dis la renta est de 10, je veux un prix à 10 et ça s'entend. Alors que dans l'immobilier résidentiel, tu expliques à un vendeur, oui, mais attendez, j'ai une rentabilité. La négociation, elle est imbuvable, quoi. Et pour qu'il Mais est-ce que tu comprenne. sais pourquoi? Je veux dire non. Non, mais en fait, la raison, on l'a dit tout à l'heure, c'est simplement ce côté affectif. Oui. C'est que d'un côté, Ouais. tu as un lien affectif et tu viens décorréler l'aspect financier du projet. Alors qu'en immobilier commercial, comme je te l'ai dit, tu as une financiarisation de l'activité. Donc, tu achètes juste un produit financier. C'est-à-dire Ouais. que c'est pour ça, quand tu es en période de hausse de taux, les prix, ils baissent mécaniquement. C'est ça. Quand à l'inverse, tu as une baisse des taux, les prix, ils remontent mécaniquement. Alors qu'on voit bien qu'en immobilier d'habitation, il y a une vraie inertie qui vient se faire. Et même parfois, des vendeurs qui vont se dire, moi je m'en fous, j'attends. Tu vois. Donc c'est là où il y a une vraie facilité, une simplicité sur les projets, parce que tu as cette ingénierie patrimoniale que tu dois acquérir au fur et à mesure de tes projets si tu veux aller créer vraiment de la valeur dans ces derniers. Si tu veux juste acheter ta boutique, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, avec ton locataire en place, ta pizzeria ou ce que tu veux, où tu sais que le mec il cartonne et il n'a pas les moyens d'acheter, t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de compétences pour faire ce genre de choses. Par contre, si tu veux aller chercher des très gros rendements, accélérer ton développement et te permettre d'aller donc sur des opérations de plus en plus grosses, là, effectivement, il faut plus de compétences et il faut plus d'expérience que tu vas acquérir au fur et à mesure du temps. Parce que il y a aussi une question qui est revenue quand j'ai posé un peu des questions autour de moi et même sur les réseaux ce matin avant de te recevoir. C'était un petit peu tu le dis dans la formation, donc tu dis ce que tu as envie de dire, mais quelle est, par exemple, l'activité, tu vois, la crainte des activités, c'est une question qui est revenue souvent. Alors moi, elle a été déconstruite, cette croyance-là, depuis que je te connais, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire pour répondre aux gens, en disant un petit peu ce que tu as envie de dire sur cette croyance de l'activité je sais pas C'est le s'il fait y a d'avoir globalement de se retrouver avec son local vide, c'est ça? local vide et même l'activité, parce que moi j'ai un copain, il m'a dit ouais, mais quelle est l'activité phare qu'il faut chercher partout. Je dis écoute, moi je pense qu'il n'y en a pas une phare, c'est plutôt une histoire de contexte et de localisation. Ouais, je pense que t'as raison. En fait, c'est le principe qu'on va appeler les tendances de consommation. Tu vois. Ouais. Les tendances de consommation, elles vont être rythmées en fonction de plein de facteurs. Et ces facteurs-là vont décider quelles enseignes vont vivre ou mourir. Voilà. Ouais. Donc, toi, de ton côté, l'idée en commerce avant tout, c'est de t'exposer le moins possible aux activités tendancielles. Parce que la plupart du temps, ces activités tendancielles n'ont même pas le temps d'amortir les investissements qu'ils ont à réaliser dans une boutique, que c'est déjà une nouvelle tendance et ça fonctionne pas. Je vais te donner un exemple, mais tout le monde les connaît, le blanchiment dentaire, les cabines à UV, enfin tous ces trucs-là qu'on a vu fleurir dans tous les sens, où là en ce moment c'est l'électrostimulation, tu vois. Donc, mais il y en a où les cigarettes électroniques, le CBD, tu vois, enfin il y en a plein. En fait, qu'est-ce qui fait que ces tendances de consommation, la plupart du temps, elles sont éphémères? Elles sont éphémères déjà d'une première chose parce que le frein il y a un niveau d'investissement dans ces magasins qui est assez faible. La barrière à l'entrée est faible, ouais. Voilà, c'est une barrière qui est hyper faible. Alors, dans les barrières à l'entrée, déjà le niveau d'investissement. Tu vois, tu veux par exemple faire une boutique de cabine à UV, tu vas acheter ta machine à cabine à UV, bref, ça va te coûter 50 000 balles. Tu as 15 000 euros d'apport, la banque va te prêter le reste, bien que maintenant elles ne vont plus te prêter parce qu'elles savent que ça ne marche pas. Et puis tu vas ouvrir ta boutique. Deuxième frein qui fait et qui vient faire qu'on a très peu de barrières à l'entrée, c'est le fait qu'ils ont une surface qui est très facilement trouvable dans plein d'emplacements. Ça veut dire, tu vois, tous ceux que je t'ai décrits, c'est souvent des surfaces qui font moins de 50 mètres carrés ou une cinquantaine de mètres carrés maximum.
qui est un peu le format type qu'on retrouve un peu de partout, et donc la cellule qui est assez accessible. Et donc finalement, tout ça fait que il n'y a pas de barrière, ni immobilière, ni financière. Donc au démarrage, ça fonctionne, ça cartonne, tu les vois exploser, ils ont des super chiffres. Et puis 2 ans après, quand tout le monde s'est développé sur le secteur et qu'ils ont un niveau de concurrence qui est beaucoup plus élevé, bah là, ça fonctionne pas. Donc moi, mon critère, par exemple, sur les investissements que j'ai pu faire, c'est que j'ai bien aimé aller sur des activités résistantes au Covid. Tu vois. Par Ouais. exemple, je te donne un truc tout bête, intérim dans le BTP. Bon Ouais. bah voilà, les entreprises avant la problématique avec les promoteurs, c'était pas le cas. Bah en fait, on avait du mal à recruter, donc bah les entreprises du BTP, elles fonctionnaient à plein régime. Il y avait besoin d'avoir bah, des ouvriers, donc ça a explosé. Ou par exemple les alimentaires, supermarchés, hypermarchés, ou ce genre de choses. Bah, ou même épicerie. Ça veut dire que bah, l'alimentaire, on en a toujours besoin et on en aura toujours besoin, à ce que je sache. Donc ça traverse le temps. C'est pas ceux qui sont capables de payer les plus gros loyers, mais par contre, effectivement, c'est ceux qui sont capables de traverser le temps. Une activité qui a eu hyper le vent en poupe au moment du Covid, bah, avant, tu avais les brasseries qui étaient vraiment des institutions, les valeurs de fonds étaient même souvent plus élevées que la valeur des murs. Enfin, vraiment, c'était le fonds, c'est le business du locataire, hein, pour ceux Ouais. qui ne comprennent pas le principe. On a donc l'enveloppe immobilière qu'on va appeler les murs commerciaux et le fonds de commerce qu'on va appeler le business du locataire. Et donc, effectivement, on se retrouvait avant le Covid avec des brasseries qui valaient une tonne. Bah, une fois que tout le monde a été confiné, que les brasseries avaient des loyers incroyables, qu'elles n'étaient pas capables de payer, qu'il n'y avait plus de touristes et autres, bah, finalement, toutes les brasseries, elles se sont un peu pété la tronche. Et qu'est-ce qu'on a vu émerger? Bah, les activités de livraison à emporter, de livraison, vente à emporter, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait plus son bouclard de 300-400 mètres carrés pour accueillir ses clients. Non, il fallait 60 mètres carrés, une extraction qui permettait d'évacuer les fumées de la cheminée, les fumées de la cuisine. Et ça suffisait, on était présent et on vendait à 70-80% sur les plateformes de livraison. Donc tu vois, c'est des tendances de consommation qu'il faut connaître, qu'il faut anticiper. Mais ce qui est bien avec l'immobilier commercial, c'est que toi, à partir du moment où tu as acheté au bon endroit, bah, les tendances de consommation, tu vas pas les subir parce que peut-être que ton locataire ne va plus fonctionner, mais ça va être une opportunité pour toi parce que derrière, ils vont vouloir céder le bail, potentiellement donc déspécialiser le bail, par exemple passer d'une boucherie à un coiffeur, et donc tu vas pouvoir récupérer une indemnité au passage, pouvoir augmenter le loyer, créer de la valeur encore une fois de plus dans ton projet. Donc c'est pas toujours une mauvaise chose, ce que je veux dire, d'avoir un locataire en difficulté, contrairement à l'habitation où tu sais que tu t'engages dans des procédures extrêmement longues. En commerce, en réalité, en 9 mois maximum, c'est réglé, quoi. Ok, non mais très clair. Après, bon, moi, je suis partie prenante, donc du coup, je bois tes paroles. Mais tu vois, j'ai une autre question là, que j'ai lue en t'écoutant qui est venue d'une personne donc question du peuple, c'est comment tu peux identifier un secteur. Par exemple, nous, il y a une ville là, qui a été désertée. Là, je fais un parallèle avec la question. Oui, Tu vois, Béziers. Moi, c'est oui, une ville dans laquelle j'ai jamais investi en résidentiel, je veux dire, avant la hype de certains formateurs. Parce qu'en fait, je suis parti d'un constat sur la qualité des locataires. Ça me concerne, c'est ma thèse d'investissement, elle n'est pas respectée par tout le monde et il n'y a pas de problème. Mais quand même, si je fais un focus sur l'immobilier commercial, c'est chaud quoi. C'est je suis chaud. d'accord avec toi. En fait, en immobilier commercial, on va avoir deux stratégies. Une stratégie qu'on va appeler verte et une stratégie rouge. Stratégie verte, c'est une stratégie où tu vas avoir de très fortes valeurs de fonds de commerce. Tu Ouais, vois, donc les locataires, leur business vaut beaucoup d'argent. Donc ceux-là, tu peux être sûr d'une chose, peu importe où ils sont implantés, si ça vaut beaucoup d'argent, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc naturellement, à partir du moment où ils sont en place, ils vont jamais arrêter de payer parce que sinon ils vont avoir peur que tu récupères la propriété commerciale et potentiellement que tu remettes un locataire à la place. Donc ça, c'est une première stratégie. Cette stratégie, c'est vraiment la stratégie bon père de famille où bah, tu vas avoir des rendements qui sont plus faibles parce que tu achètes de la sécurité. ouais, Mais par contre, en contrepartie, bah, derrière, il va jamais rien se passer et tu vas avoir, t'achètes au pire moment et ça va ne faire qu'évoluer et qu'augmenter. Et puis tu vas avoir une deuxième stratégie qui va être une stratégie rouge où là, cette fois-ci, on va accepter d'aller sur des villes qui sont des villes avec plus de difficultés, peut-être un peu plus de vacances commerciales, c'est-à-dire de low Covid, mais en contrepartie de ça, on va avoir des rendements qui vont être beaucoup plus élevés. Maintenant, dans la ville que tu m'as décrite, Béziers par exemple, si on prend cette ville, il y a des tendances aussi de consommation
Ouais. qui sont particulières, où finalement les pôles périphériques vont beaucoup mieux marcher que Ouais. le centre-ville. Pourquoi en fait ces pôles périphériques la plupart du temps fonctionnent mieux que le centre-ville? C'est simplement parce que la périphérie a été créée pour le commerce, alors que le commerce s'est adapté dans le centre-ville. C'est-à-dire que dans un centre-ville, bah, on a repris l'architecture du centre-ville, on a des boutiques qui font X mètres carrés parce que les bâtiments, ils ont historiquement été construits comme ça. Les places de stationnement, elles sont peut-être extrêmement loin des boutiques. Et donc tout ça, ça vient faire des freins à la consommation des clients qui vont accepter plutôt, enfin qui vont préférer aller en périphérie parce qu'en périphérie, on leur a construit un beau centre commercial avec un parking juste devant qui vont pas être obligés de payer et surtout qui est hyper accessible par la rocade où ils vont pas mettre un quart d'heure à sortir de la ville pour venir. Donc, en fonction des villes, il y a des centres-villes qui fonctionnent, il y a des périphéries qui fonctionnent, et donc il faut avoir cette capacité d'analyse pour savoir où s'orienter. Mais le petit indicateur que je peux vous donner, c'est simplement le taux de vacances commerciales. Si vous avez un taux de vacances commerciales qui est supérieur à 6-7%, ça veut dire que vous avez plus de 7 boutiques vides sur 100, n'y allez pas, ça sert à rien, vaut mieux pas investir. Ou sinon, il faudra comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des éléments, on va dire, au niveau de l'urbanisme ou des décisions qui ont été prises au niveau de la ville qui ont affaibli le commerce temporairement et qui vont, par exemple, le faire repartir. Je peux te donner l'exemple, cette fois-ci, d'Yacine, hein, qui est un membre aussi IMO Commercial. Yacine, lui, il a investi à Creil. Creil, pour ceux qui connaissent, c'est dans l'Oise, au nord de Paris. Et en fait, on a eu un gros pôle périphérique qui s'est créé sur la zone de Saint-Maximin, qui est un énorme centre commercial, et en fait, qui a ravagé le centre-ville. Parce que le temps, une fois que toutes ces enseignes se sont déplacées en périphérie, bah, il y a eu un centre-ville qui a été un peu affaibli. Et Yacine, en fait, il savait très bien que c'était temporaire. Et que finalement, il y avait simplement un renouveau de ces activités de proximité qui devaient se faire dans le centre-ville. Parce que même s'il y avait ce pôle périphérique qui avait été créé, tout le monde n'allait pas venir consommer là-dedans. Et donc, il a acheté des boutiques. Et malgré le fait qu'il y avait un taux de vacances qui était très élevé, et il a fait des rendements. Là, il est sur des rendements entre 12 à 20% sur ces locaux-là, où aujourd'hui, son opération type, c'était un achat entre 90 et 110 000 euros acte en main pour un loyer entre 1400 et 1500 euros, tu vois. Ouais, Donc c'est net, encore une fois, hors taxes, hors charges, hors impôts fonciers. Et donc c'est là où plus vous allez avoir de finesse dans vos analyses, plus vous allez avoir un degré de connaissance élevé, plus vous allez pouvoir créer vraiment de la valeur dans vos projets et réussir à avoir cette compréhension et cette ingénierie patrimoniale. Ah, mais tu vois, dans l'exemple de Yacine, ce qu'il a réussi à déceler, donc c'est la connaissance du secteur, mais c'est aussi la connaissance du valeur de loyer. Parce que là, la question que je me dis, c'est qu'il a été, moi, je le connais pas ce garçon, mais pour moi, il était soit bien formé, enfin un peu, Ouais. ou brillant, parce que il a acheté à 100, donc une décote, on va dire, à cause de ce centre commercial, mais aussi la valeur locative au prix au mètre carré. C'est il connaît très bien le secteur pour avoir cette corrélation loyer-achat. En fait, il a été beaucoup plus terre à terre que ça. Ah. Je vais te dire, c'est quelqu'un de brillant, mais son analyse a été beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé ce local. Pour lui, les impondérables étaient respectés, hein. Tu sais, dans l'IMO commercial, on utilise 4 impondérables: visibilité, accessibilité, commercialité et critères techniques. Il faut les valider afin de s'assurer qu'un local puisse être pérenne et qu'on puisse se positionner dessus. Et donc, effectivement, il a validé tous ces critères. Il s'est dit, attends, cette cellule, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de locataire? Et ensuite, il s'est dit, bah, je vais faire comme dans l'habitation, bah, je vais faire une fausse annonce. Ouais. Et puis, je vais voir si j'ai de la demande. Et puis là, en 48 heures, il a eu 15 demandes. Tu vois? Et puis, en une semaine, il a eu plus d'une trentaine de demandes. Où donc, il a pu faire sa sélection et choisir, en fait, son locataire à mettre en place. Et là, il s'est dit, bah, je te retourne la question. Toi, demain, tu as 30 personnes qui veulent se positionner dans ton local, dans un secteur donné, et tu vois qu'à côté, il y a plein de locaux qui sont vides. Qu'est-ce que tu fais? J'en achète 30. Voilà, et ben il en a acheté 4 dans le centre-ville comme ça, et il a mis en place ses locataires un peu comme ça à la chaîne. Donc tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus cartésien en fait qu'il a fait. Oui. C'est que il n'est pas parti sur des hypothèses à partir dans des espèces d'analyses incompréhensibles. Non, hyper terre à terre, hyper commerçant, parce que c'est un commerçant. Ok, est-ce qu'il y a de la demande locative? Parce que mes impondérables ont été respectés. Oui, il y en a. Bon, bah voilà. Je le mets en place, et puis je passe au suivant, et j'en refais un, et j'en refais un, et j'en refais un. Et aujourd'hui, il en fait 2-3 par an avec nous, à peu près, et il est très content.
D'accord. Bon, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est pas plus compliqué que ça et qu'à un moment donné, il y a aussi une analyse de bon père de famille ou en tout cas, j'ai envie de dire vraiment, parce que là, c'est pas que du financier ce que tu viens de dire. C'est aussi une analyse terrain, une analyse secteur qui est quand même très importante et c'est des choses qu'on voit dans le résidentiel. Le résidentiel, tu vas pas investir dans des quartiers coupe-gorge comme je les appelle. Tu vas investir Non. dans des quartiers populaire, il n'y a pas de mal à le dire, mais safe. C'est-à-dire, moi, je peux laisser mes filles. Je veux dire, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien aussi, et je pense que c'est un bon indicateur, même si on parle de rentabilité et de chiffres. Et je vois Bah, que tu vois, excuse-moi de t'interrompre, en fait, non, la différence que tu vas avoir en commerce et en habitation à ce sujet-là, c'est que du fait qu'en commerce, tu ne gères pas les aménagements, du fait que tu peux pas créer un coup de cœur sur les travaux, bah finalement, tu ne peux pas te permettre de ne pas acheter au bon emplacement. Parce que si cet emplacement il est pas bon, t'auras aucune marge de manœuvre en dehors du loyer pour attirer des commerçants. Alors que en habitation, finalement, bah, même si tu achètes un petit peu à l'écart, mais si tu fais une super réno, que voilà, tu crées un produit coup de cœur, comme on l'appelle, et bah, tu finiras potentiellement à avoir quand même de oui. l'intérêt de personnes qui viendront. Donc c'est là où en fait l'analyse en immobilier commercial, elle est plus pointilleuse, mais une fois que tu la maîtrises, tu crées aussi beaucoup plus de valeur. Mais on vient de dire un peu tous les biens là, de l'immobilier commercial, mais c'est quoi là que les red flags qu'on peut avoir? C'est-à-dire, c'est quoi les critères où tu te dis non là on peut faut pas y aller ou parce que bon on vend le truc tout beau tout rose mais c'est quoi un petit peu les idées clés sur lesquelles là tu vois un truc qui va pas parce que ça vaut pas le coup. Est-ce qu'il y a des tendances un peu là-dessus? Bah, bien sûr, hein, c'est principalement les quatre critères que je t'ai décrits. D'accord, C'est on revient toujours à ça. visibilité, Ouais. tu vois. Si ta visibilité elle est pas bonne, que ce soit voiture piétonne, faut pas y aller, tu vois, parce que ou sinon c'est de la destination parce que c'est une activité qui a pas besoin de visibilité et dans ce cas-là, il y a une explication très particulière, mais tu viens raccourcir le potentiel de locataire, le volume de locataire potentiel. Ouais. L'accessibilité c'est pareil, tu vois. Si t'as pas d'accessibilité à ton local, les clients ils vont pas venir, à part si vraiment, vraiment ils doivent venir chez toi parce que c'est de la destination et ils s'en moquent encore une fois de l'emplacement. Mais ça vient raccourcir encore une nouvelle fois le volume de locataires potentiels. La commercialité c'est l'environnement, c'est-à-dire les flux qui sont générés par tes voisins. Parce que bah t'as pas cette notion en habitation, mais en commerce, c'est très important parce que tu vas parler en termes de pôle, c'est un pôle de consommation où tu vas investir, tu vas acheter ta cellule dans un pôle de consommation et tu vas avoir souvent une typologie de ce pôle de consommation. Est-ce qu'on est sur un pôle de consommation d'activités de proximité, comme des coiffeurs, comme des, je sais pas, des pharmacies, voilà, tout ce pôle que tu as l'habitude de voir avec des activités souvent d'artisanat et ton petit alimentaire avec. Ou est-ce que tu es sur une dimension beaucoup plus prête à porter, ou route du meuble, ou concession automobile, ou tu vois, il y a plein de typologies qui peuvent se faire. Je parlais du cours Lyoto tout à l'heure, où j'ai acheté mon deuxième projet en commerce. C'est une rue où c'est que des concessions de scooters. Bah, j'ai pas cherché à réinventer l'eau chaude. J'ai loué à une concession de scooters, tu vois. Ouais. Donc, c'est là où je veux dire que. Et puis, en termes de critères techniques, je peux en donner un, mais il y en a des dizaines. Par exemple, si tu prends une cellule de moins de 50 mètres carrés, bah, 50 mètres carrés, en fait, la problématique, c'est que souvent, là, on voit que la moyenne des surfaces des enseignes qui se positionnent en centre-ville, focalisées entre 50 et 150 mètres carrés de surface de vente. Bah, si tu viens acheter moins de 50 mètres carrés, en fait, tu viens encore te couper un très grand nombre de locataires potentiels. Ouais. Donc tout ça, c'est des indicateurs que tu dois prendre en compte. C'est pour ça que j'ai défini très clairement ces critères-là. Et si tu valides ces critères-là, globalement, tu as assez peu de chances de te tromper. Par contre, effectivement, plus tu vas résigner sur certains, plus tu vas te mettre en quelque sorte un boulet autour du pied dans ta recherche de locataires. Parce que du coup, tout ce qui est bureau de thérapeute, de médecin, tout ça, ça, c'est pas des choses. Parce que moi, dans mon coin, il y en a pas mal de ça, tu vois. Je le vois. Et c'est à la fois demande. En fait, ça dépend des secteurs, mais c'est quand même assez recherché, tu vois. Euh, Oui, mais est-ce que pareil, c'est un peu la question que j'allais te poser. Quand tu vas à l'étranger,
Est-ce que tu vois beaucoup d'ophtalmos qui ont une enseigne sur leur rue? Est-ce que tu vois beaucoup de professions libérales qui ont pignon sur rue dans les centres-villes, des dentistes ou Non, autre chose? bien sûr que non. En fait, tu le vois pas. Non. C'est une spécificité uniquement française, Ouais. parce qu'en française, on a un truc qui s'appelle la sécurité sociale et les mutuelles. Ouais. Donc en fait, on se retrouve avec des commerçants, parce que c'est rien d'autre que des commerçants, Faut pas leur dire, ils aiment pas. qui sont... Bah ouais, mais t'as un modèle économique, hein, si tu veux, t'as beau être praticien, ça reste un modèle économique, Ouais. et ce modèle économique te permet, de par la marge que tu dégages, de pouvoir te payer tel ou tel emplacement. Parce que tu sais que tu as besoin d'être plus ou moins visible, en fait. Et là, tu as effectivement toute cette strate de médecins qui va se dire, bah non, moi finalement, je ne suis pas un commerçant. Ouais, mais en fait, ton activité, tu te rends compte qu'un ophtalmo, un cabinet d'analyse médicale, ou ça peut même être pardon, le dermato, l'ophtalmologue, tout ce que tu veux, quand il a pignon sur rue, bah, on va beaucoup plus penser à lui que s'il est enfermé au 3e étage d'un immeuble de bureau avec une petite plaque à l'entrée, tu vois. Donc c'est là où je veux te dire que en France, on a cette spécificité, cette tendance de consommation, si je peux le dire, d'avoir une surmédicalisation qui se fait chez les Français. Ouais. Et naturellement, c'est logique qu'on ait beaucoup plus de visibilité sur ce type d'activité et qu'ils prennent à bail des locaux qui soient très présents. Demain, je peux t'assurer une chose, s'il n'y a plus de sécurité sociale, s'il n'y a plus de mutuelle, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'ophtalmos ou d'enseignes ou dentistes ou ce que tu veux qui auront pignon sur rue parce qu'ils auront beaucoup moins de marge pour fonctionner. Ah, ok. Bon, bah, en tout cas, très clair. Et toi, pour revenir un peu à toi, ta thèse d'investissement aujourd'hui, parce que je vais quand même, on va parler d'immo commercial, j'aimerais savoir comment tu as, alors bon, moi je suis dans le truc, mais j'aimerais quand même que tu exposes de comment tu accompagnes les gens, parce que Oui. chaque formateur, chaque personne a sa thèse d'investissement et son accompagnement, et moi je mets un point d'honneur à ce que les gens creusent ça avant même d'acheter ou bon, bref. Mais toi, aujourd'hui, tu as un certain niveau, je te suis un tout petit peu. C'est quoi aujourd'hui un petit peu, on a compris que tu as commencé à 100 000. Qu'est-ce qui fait un petit peu les différents paliers que tu préconises? Tu veux dire que je préconise pour les investisseurs, leurs critères? En fait, le fond de ma question, c'est qu'en gros, il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait, la majorité, et de dire, OK, le premier palier, on a compris qu'on peut acheter à 100 000. Yacine, tu Ouais. l'as très bien dit, et il a fait 100 fois 4, ça fait 400 000, bon bref, mais il est monté. Ensuite, est-ce qu'il y a un deuxième palier sur lequel, voilà, est-ce qu'il y a euh, une thèse d'investissement qu'on peut monter crescendo Ça, typiquement, c'est ce qu'on fait dans Immo Commercial sur la partie accompagnement parce que chaque profil est différent. OK. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui ont un profil plus à risque. Donc logiquement, moi, je vais les orienter du fait qu'ils veulent plus de rendement vers une stratégie rouge, comme je t'ai décrit tout à l'heure. D'accord. Ou au contraire, les bons pères de famille qui, eux, vont se dire non, moi, je veux bien dormir la nuit, je veux que ce soit safe, je veux jamais en entendre parler parce que j'ai mes activités pro, etc. J'ai pas Fais le gaffe, temps t'es pour bientôt ça. un papa. Hein. Ouais, non, mais c'est pas une. Moi, en plus, je suis plus en vert, tu vois. Je fais jamais de rouge, pour te dire. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, quand j'en souris, mais c'est mon fonctionnement. Parce Ben que oui, oui. la force de ce modèle, et moi, ce que j'adore, c'est que quand tu achètes avec des loyers qui sont décotés par rapport au marché, même si tu achètes à des rendements qui sont bas, finalement, mécaniquement, tu finiras toujours par récupérer la valeur de marché tôt ou tard. Ouais. Donc, tu finiras toujours par créer de la valeur sur ton projet, alors que lorsque tu t'orientes plutôt sur une stratégie rouge, cette fois-ci, tu es un peu, je dirais pas au taquet parce que les indexations continuent, mais en tout cas, t'as pas vraiment beaucoup de création de valeur à faire, de value add, comme on l'appelle, sur tes projets. OK. Donc, déjà, première chose, c'est de déceler la typologie de projet et le niveau de risque que tu es capable de faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, l'autre intérêt, c'est d'aller voir la capacité d'investissement que tu vas pouvoir faire. Moi, ce que j'aime bien pour les investisseurs néophytes, ou en tout cas ceux qui n'ont jamais investi dans le commerce, qui ont pu faire de l'habitation, mais qui n'ont jamais investi dans le commerce, c'est de prendre leur capacité d'investissement, de la diviser au minimum par 3 et faire une opération très bateau d'acquisition de murs occupés, classique, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, pour se faire la main et avancer. Donc, qu'est-ce qui va définir cette valeur? C'est ta capacité d'investissement, c'est ton volume d'apport, c'est ta situation personnelle. Est-ce que tu es chef d'entreprise, tu as des flux, un intérêt? Souvent, on fait ça aussi avec les chefs d'entreprise parce que quand tu arrives à justifier à justifier un développement patrimonial avec un développement d'activité de ton entreprise, c'est souvent là où tu vas aller chercher beaucoup d'argent. Tu vois, et je te donne un exemple.
j'ai des cabines à UV, j'en ai 3, voilà. Je veux continuer à me développer. Ah bah, ce serait cool que j'achète mes murs pour pouvoir mettre mon activité de cabine à UV à l'intérieur. Tu vois. Ouais. Ou je suis dans une activité tertiaire, j'ai besoin d'augmenter la taille et d'acheter des bâtiments d'entrepôt pour stocker du matériel pour mon entreprise, et bah j'ai besoin d'acheter ce bâtiment-là, est-ce que vous pouvez me le financer? Donc tu vois, souvent, quand tu arrives à créer cette histoire et ce lien entre développement patrimonial et développement de l'entreprise, c'est là où tu vas pouvoir accélérer beaucoup plus vite dans tes projets. Ouais. Sinon, si tu reviens plus au profil salarié, l'idée déjà, mais je pense que les choses sont souvent faites à l'envers sur Internet, c'est que avant de commencer à investir, il faut être en capacité d'investir. Et pour Ouais. pouvoir être en capacité d'investir, il faut déjà avoir un profil bancaire qui permet de le faire. C'est-à-dire, on gère bien ses comptes, on a de la trésorerie, on ne vient pas vivre au-dessus de ses moyens ou prendre des crédits consommation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie un peu dans la période de privation, parce que j'ai 3 périodes de développement pour atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pour ça, la première période, c'est la privation. Tu vois, il faut te mettre dans une période où tu vas allouer une partie de ton temps, bien évidemment, pour te former, pour rencontrer d'autres personnes et te créer un nouveau cercle autour de toi, mais aussi une grosse partie de tes revenus pour pouvoir justifier ton développement personnel et développer aussi ta crédibilité bancaire pour aller lever de la dette. C'est un peu comme la muscu, il y a une période de sèche, non? Ouais, mais alors le problème, c'est que souvent la période de sèche, ça dépend des profils, mais elle vient après la période de prise de masse, tu vois, dans la muscu. Bah, tu vois, Mais je suis d'accord avec toi, c'est une très belle image. Ouais. Oui, il faut se mettre dans une disposition pour être en capacité d'investir. Et si tu veux brûler les étapes, c'est compliqué. D'accord. Du coup, toi, c'est quoi ta next step un peu là, pour revenir un peu sur ton profil? Parce que là, tu as quel niveau t'es là, tu vas, c'est quoi l'ambition que tu te donnes à toi à titre personnel? Moi, à titre personnel, je voudrais être à plus de 100 millions d'euros de patrimoine à terme. Je me donne une quinzaine d'années maximum pour l'atteindre. Et aujourd'hui, je suis aux alentours d'une dizaine. Ok. On a 3 périodes. J'en ai décrit qu'une, cette période de privation, mais il y a 2 autres périodes. La période d'association opérationnelle et la période d'association financière. Une association opérationnelle, c'est quand tu vas apporter des projets et c'est un financier qui va mettre de l'argent pour pouvoir te permettre d'acheter et d'accéder à des opérations où financièrement tu n'aurais pas pu aller, quitte à avoir des pourcentages de détention des actifs. Donc tu as des parts du projet beaucoup plus faibles que la parité, mais au moins ça te permet effectivement de ne jamais être bloqué parce que tu vas avoir cette capacité à systématiquement pouvoir investir. Donc là, c'est aujourd'hui, moi je suis dans cette période-là, ça fait déjà 2-3 ans que je suis dans cette période-là, et ce qui me permet en fait de ne plus avoir vraiment de limites dans la taille des opérations sur lesquelles je me positionne, et surtout dans donc la capacité à augmenter cette quotité de parts. Si tu prends juste ce volume de parts dans la taille de l'opération globale, ça me permet quand même d'augmenter et d'aller beaucoup plus haut sur les tailles de projet. Tu vois, il y a encore 1 an et demi, j'avais des difficultés, non, plutôt 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais encore des difficultés à aller sur des opérations à 500, 600 000 euros ou un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à aller sur des opérations à une dizaine de millions d'euros. Parce que tu as trouvé des partenaires? Parce que j'ai des partenaires, effectivement, auprès de qui, en tant qu'associé opérationnel, je vais apporter des projets clés en main avec l'actif, le locataire, le projet de bail, tout est ficelé. Et puis derrière, on se met autour de la table et on discute combien je prends de part sur l'opération et comment ça me permet d'avancer et de démultiplier les opérations. Ok. Et après, 3e étape pour en finir, c'est cette période d'association financière. C'est-à-dire que une fois que tu as fait plein d'opérations de ce type, une fois que tu as même pu faire de la rotation dans ces activités avec ces opérateurs-là, avec ces personnes qui se sont associées avec toi, et donc tu as fait des cash-out, au bout d'un moment, tu te retrouves avec beaucoup de fonds propres, tu te retrouves aussi avec beaucoup de banques qui veulent te financer, et cette fois-ci, à l'inverse, tu vas aller chercher des associés opérationnels qui vont t'apporter des projets sur lesquels tu vas t'associer pour leur permettre, eux, d'acheter même avec des parts plus faibles et au fur et à mesure de développer. Et cette fois-ci, après, c'est qu'une gestion financière et plus vraiment immobilière de ton patrimoine.
Très, très, très clair. Non, non, c'est ce que j'ai aimé là dans ce discours, c'est que voilà, tu dis qu'il faut pas griller les étapes et qu'en gros, Non. c'est step by step et c'est bien de le rappeler parce que on entend tout, on entend je suis arrivé là, mais le comment on est arrivé, le chemin est souvent bien marketé. C'est flou. Ben, il est bien marketé ou flou. Alors, c'est vrai que Ouais. des fois, il y a des gens qui te disent, tu vois, bon, plus dans l'immobilier résidentiel, mais après, chacun a son marketing. Moi, ce que j'aime bien, c'est, OK, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, elle n'était pas anodine, c'était, OK, ben, Emeric, OK, il est arrivé là où il en est, mais il a une stat, il est même pas arrivé là où il veut en arriver. Mais Oui. il faut bien comprendre que de là où tu pars, Oui. commencer de Si zéro. je peux donner Oui. un petit conseil hein, à tous ceux qui nous écoutent au démarrage, il faut aller chercher de la scalabilité dans les projets. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans l'immobilier commercial, c'est que tu travailles qu'une fois en fait. Tu vois, Euh, t'achètes, t'oublies. T'achètes, tu mets en place ton projet, tu passes à autre chose, tu refais la même chose, tu fais la même chose, tu fais la même chose. Alors que dans l'immobilier d'habitation, la problématique, c'est que tu reviens souvent dans la gestion où tu as quand même une implication qui se réalise. Et par rapport à ça, du fait d'avoir cette scalabilité, elle va être beaucoup plus facile à vendre auprès d'opérateurs et auprès d'associés financiers pour qu'ils te prêtent de l'argent, parce qu'effectivement, eux vont voir que tu as déjà, à ta petite échelle, réalisé ces premières opérations. Et aujourd'hui, tu veux passer dans la cour des grands et donc tu as besoin d'eux pour le faire et tu vas vers eux. Mais souvent, par expérience, en fait, une opération à 1 million d'euros, elle est plus simple qu'une opération à 100 000 euros. Et même en commerce, en fait. Parce qu'en face de toi, tu vas te retrouver avec des enseignes qui sont beaucoup mieux staffées, qui ont un service développement, qui ont un service juridique, c'est fluide, un service travaux, c'est fluide, ça va vite. Alors qu'au début, bah, quand tu commences avec des plus petits projets avec des indépendants, et bah, c'est un peu plus la galère, ils comprennent rien dans les beaux commerciaux, ils n'ont pas les moyens de payer des conseils, et donc il y a un petit peu plus de complexité. Donc c'est là où je veux dire que euh, au démarrage, et le conseil que je peux donner auprès des personnes qui veulent commencer à démarrer, c'est d'aller taper toutes les délégations de banque qu'il est possible, inimaginable d'aller, tu vois. C'est ouais. que tu définis ton profil, tu fais en sorte d'être hyper rigoureux dans ton profil et dans la gestion de tes comptes. Tu vas bien trouver un conseiller bancaire d'une banque régionale qui va accepter de te suivre sur un, deux ou trois projets. Et puis une fois que tu auras atteint la délègue, tu iras voir une autre banque et puis tu leur diras j'ai ça, j'ai déjà fait ça. Ok, bah super, chez nous il n'y a pas de risque parce que pour le moment, vos projets fonctionnent bien. Bien évidemment, il faut toujours dire ce que tu as auparavant, parce que ça te crée un track record, un CV d'investisseur, en fait, pour justifier ta crédibilité. Mais ça, en fait, tu vas le faire plusieurs fois. Et puis au bout d'un moment, une fois que tu auras épuisé cette problématique de délégation, bah là, tu pourras aller voir ces associés financiers pour leur proposer des opérations qui sont plus grosses. Mais parce que tu l'auras déjà réalisé. Si tu vas voir ces personnes-là et que tu leur dis, ah, j'ai un super projet, 3 millions d'euros, on va gagner une tonne là-dessus. Ok, mais Emeric, t'as fait quoi? Ah bah j'ai jamais rien fait, c'est ma première opération. Ah ouais, donc en fait je vais prendre tout le risque pour toi. La même chose que ce que je te disais sur la banque. Bah je vais passer mon tour pour le moment. Je vais te laisser peut-être prendre une commission à la rigueur au passage. Si tu veux, je te donne 3% ou 4% de la valeur du projet. Et puis comme ça, tu vas te faire un petit peu de trésor. Mais pour le moment, on va en rester là. Mais c'est très juste que ce que tu dis et c'est ce que nous on dit même pour l'immobilier commercial, même de résidentiel, c'est d'être sexy avec des délégations, c'est-à-dire de commencer petit, alors petit, parce que bon la hype c'était, je t'en ai parlé tout à l'heure, la hype du marchand, la hype du commerce, la hype des immeubles de rapport, mais il faut se rendre à l'évidence que les trois quarts, voire même plus des gens, ils ont peur même de mettre 100 000 euros. Je veux dire, il faut aussi se rendre compte de la chose. Donc c'est pas négatif de commencer petit et d'avoir une ambition, une ambition. Je veux dire, il n'y a pas C'est de. pour ça que je t'ai dit, pour moi, une personne qui veut investir dans le commerce, on va prendre sa capacité d'invest, Eh oui, on va la diviser par 3 ou 4. ouais, Parce que c'est clair. l'idée, c'est Ouais, pas que tu dormes mal la nuit. L'idée, ouais, c'est simplement que ton cerveau, il fonctionne d'une façon très simple. C'est que tout ce qu'il connaît pas, il en a peur. Tu vois? C'est pour ça que souvent on voit, ah ouais, ta famille, elle est contre toi, machin, elle est contre toi. ouais, Non, en fait, c'est qu'ils t'aiment. Et ils ouais, veulent pas que tu souffres. Et ouais. ton cerveau, c'est la même chose. Il t'aime, il veut pas que tu souffres. Parce que vous êtes dans le même endroit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te dissuader au maximum de faire tout ce que t'as pas envie. Et c'est là qu'on va te lancer les grands principes d'aller de développement personnel et tout ce que tu veux. Non, écoute, c'est hyper bateau, très terre à terre. Tu prends ta capacité d'invest, tu la divises par 4, tu fais un truc ultra simple où tu prends le moins de risques possible, et puis tu vas habituer ton cerveau à ce que ça se passe bien en fait.
et que tu réussisses et que ce soit agréable de faire une opération. Et tu vas voir que naturellement, quand tu vas voir tes premiers loyers qui vont tomber sur ton compte et te rendre compte que bah, tu n'as rien fait d'incroyable, et bah, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, on s'en ferait bien une deuxième, tiens. Ah, puis on s'en ferait bien une troisième, tiens. Et parce que tu as eu cette présence et cette analyse de ne pas aller trop fort au démarrage, tu vois. Ah, j'aime bien ce discours. Moi, j'aime bien ce discours. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est trop facile de jeter la pierre et de dire, ouais, t'as peur de mettre 30 000 euros. C'est quoi 30 000 euros sur une vie? Mais écoute, c'est peut-être 6 ans de travail, 10 ans de travail pour certains. Et 100 000 euros, c'est peut-être donc le travail de toute leur vie. Et tu peux pas leur reprocher d'être prudent et de ne pas avoir la volonté de passer cette étape. Donc c'est pour ça que nous, dans l'IMO commercial, on vient vraiment définir une stratégie d'investissement, pas à pas, qui est adaptée à chaque profil. Et on va même jusqu'à proposer des opportunités auprès des membres afin d'avoir des critères, enfin des opérations qui correspondent à leurs critères. Bon, écoute, Émeric, je pense que franchement, j'aime beaucoup. Bon, je te suis, mais c'est vrai que tu vois, de tourner un épisode, c'est toujours bien parce qu'on a le temps de discuter de ça et de rentrer dans le détail. Donc c'est ça que j'aime. J'aime cet exercice pour ça. Mais écoute, en fait, j'aime bien tenir le temps de l'épisode, donc on arrive à la fin. On n'a pas un peu, mais on arrive à la fin malheureusement. Non mais on s'est tout dit là de toute façon, hein, clairement. Ouais, mais on a parlé de tout le commerce, c'est bon, on a parlé. Ce que je veux dire, c'est que non, mais après bon, t'es visible, mais t'es pas non plus dans la surenchère quand même. Je trouve. Après, tu peux me reprendre, mais t'es pas dans la surenchère. Tu te montres, mais t'es pas dans la surenchère. Contrairement à d'autres. Et c'est ce qui fait, je pense, un peu ma spécificité, même si il faut pas taper sur d'autres personnes. Chacun sa personnalité. Je peux être un peu tatillon souvent avec quelques influenceurs ou formateurs, entre parenthèses. Mais dans ce que tu as dit, en fait, je comprends que beaucoup sont frileux d'investir dans de la formation, et je parle bien d'investissement, parce que il y a eu tellement de tocards qui nous ont vendu des trucs sans avoir fait eux-mêmes ce qu'ils étaient en train de vendre, que finalement, les gens n'ont plus confiance. Et là, je me rends compte quand même que ceux qui fonctionnent et qui continuent à fonctionner, c'est ceux qui n'ont plus simplement un marketing, mais une vraie crédibilité. Et la force que je peux avoir, c'est que aujourd'hui, mon activité principale, c'est l'immobilier commercial. Ouais. C'est pas la formation. Ouais. Et ce qui me prend le plus de temps, c'est l'immobilier commercial. C'est pas la formation. On accompagne au maximum nos membres. On a une équipe avec Roxane et avec Laura, donc on a 2 personnes à temps plein sur Immo Commercial, où on fait en sorte d'apporter un maximum de valeur et de suivi. Hein. On voit tous nos membres une fois par semaine. Hein. Tous les mercredis, c'est tout à l'heure à 19h. Tu pourras te connecter d'ailleurs si tu veux. On a un live où tous nos membres peuvent, si tu veux, prendre la parole en visio, nous présenter un projet afin qu'on puisse répondre à toutes leurs problématiques. Et ça, c'est un peu ce que je veux mettre en avant. C'est que je pense que la formation e-learning, c'est très bien, c'est hyper scalable, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas suffisant pour des personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'avoir un vrai suivi et un bon accompagnement. Après, une fois que tu leur as fait faire 1 ou 2 projets, mais leur cerveau, c'est bon. Il est disrupté et ils vont naturellement vers le truc. Programmé. Et c'est ça, en fait, notre travail de formateur. Non, mais je comprends tout à fait. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir échangé sur ça. Merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir et je pense que même... je pense qu'il y a peut-être des trucs à faire, catch-up de podcast et même, tu vois, même business, des trucs qu'on pourra discuter en off. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était un plaisir d'intervenir avec toi et j'espère réellement que tu pourras reprendre l'immobilier commercial parce que je sais que ça peut paraître un peu inaccessible pour certains au démarrage. Mais une fois que tu as fait 1 ou 2 projets, tu verras, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà. chaque profil est différent et je t'en parlerai, je te dirai 2 mots là-dessus. Plaisir. Mais le truc, c'est quoi là? C'est, en tout cas, merci Émeric, ça a été un réel plaisir. J'espère que les gens ont pris autant de plaisir que j'ai pris à enregistrer cet épisode. On mettra tout ce qu'il faut en description. Les liens en bas là, c'est ça. Voilà, je suis très mauvais. En plus, franchement, on me le dit à chaque fois. Je dis jamais qu'il faut s'abonner, jamais laisser 5 étoiles. Je crois que ça doit être l'une des rares fois où je le dis parce que je suis pas je suis pas programmé pour, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, mettez des étoiles de partout. Mais en tout cas, on mettra tout en description pour que vous alliez découvrir la formation d'Émeric. S'il y a des questions
outre, on est là aussi pour répondre, mais allez voir directement Aymeric, ce sera plus sympa. Merci à tous. Allez voir les autres épisodes du grenier aussi. C'est vrai, ouais. Je suis vraiment pas bon là-dessus. Bon, merci beaucoup et je resterai sur ça. Ciao, ciao. Wow. Salut. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.